Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 26 juin. Au sommaire aujourd'hui, on a décidé de vous parler de ces communes qui ont décidé de consommer moins d'eau pour éviter de se retrouver à sec comme l'année dernière. Mais alors, est-ce vraiment raisonnable ou est-ce finalement quelque chose et des mesures inutiles? On en parle avec vous, notamment Jean Tousquello, vous êtes municipal du côté de Genelier. Vous êtes aujourd'hui accompagné du syndic de Coinsin, Laurent Bardet. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Ensuite, on aura une large page, notamment concernant l'abbaye de Nyons, qui célèbre ses 75 ans les 1er et 2 juillet. Le tir, une tradition bien suisse et de chez nous, qu'on aura plaisir à découvrir en images. Et puis, on reviendra notamment également, on donnera la parole au club nautique de Founet, qui organise lui aussi une régate. Vous le savez, Nyons organisait notamment la Cup des TF35 ce week-end. Et puis, on en parlera avec vous, Bernard Sintas. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. On va naviguer un petit peu ensemble. Pas le mal de mer, pas le mal du lac. Pas du tout. Tout va bien, on garde le cap direction le nord. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut André, eh bien, je suis à Prangin, au château plus précisément, pour visiter la nouvelle exposition qui a été inaugurée ici au mois de juin. Nouvelle exposition permanente donc sur une galerie de portraits interactifs, tu le verras, de Mathilde Guiguer en passant par Voltaire ou Joseph Bonaparte. Le château de Prangin retrace un petit peu tous ces siècles et toutes ces personnalités qui ont habité ou fréquenté le château. Enfin bref, tu vas voir toutes ces animations qui arrivent sur mon visage. C'est très intéressant. Et puis surtout les explications d'Hélène Bierry-Thompson, la directrice du château, qui sera avec moi après. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. Je vous le disais en introduction, on s'intéresse aujourd'hui à ces communes qui ont mis en place une série de mesures pour éviter de se retrouver à sec comme l'été dernier. Messieurs Jean Tousquello, Laurent Bardet, on est ravis de vous avoir pour aborder cette thématique. J'ai envie d'être un petit peu piquante, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait beau et qu'il fait chaud, on nous parle d'une pénurie d'eau. Donc j'aimerais savoir dans vos communes respectives, qu'est-ce qu'il en est réellement, Jean Tousquello? Alors, on suit la situation de près. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une question de minutes, l'évolution. Mais l'évolution est assez claire, de baisse depuis, on peut dire depuis un mois en tout cas, c'est assez clair. Mais nous ne sommes pas encore dans une situation trop critique. Mais nous allons décider probablement cette semaine quand nous allons fermer et arrêter les fontaines. Et puis quand nous allons mettre en place. Si c'est dans 2 semaines, dans 1 semaine, je ne sais pas. C'est une décision municipale, bien sûr, mais on a appris que la ville de Nyons a décidé déjà certaines choses aujourd'hui. Donc, je pense que l'acceptation psychologique de la population, elle est devenue telle que quand on se rend compte, en tant que citoyen, de comment sont nos cours d'eau et nos jardins, il est temps de faire quelque chose. Mais est-ce que réellement c'est le cas? Parce qu'on entend beaucoup dire que finalement nos citernes sont pleines, plus pleines que jamais. Nos citernes, moi j'ai plus de citernes à mazout. Nous avons des réservoirs. Mais ces réservoirs, qu'en est-il justement? On entend dire justement qu'ils sont pleins et que ce manque, cette pénurie d'eau qu'on entend parler, finalement c'est nous faire peur pour rien. Vous savez, un réservoir d'eau pour la commune de Genelier, c'est une autonomie de 48 heures. Donc, il ne faut pas attendre que le réservoir soit à moitié plein pour prendre des décisions, parce que l'inertie étant telle, il faut anticiper. Donc, il vaut mieux prendre certaines décisions avant. Laurent Bardet, qu'en est-il du côté de Coinsin, justement? Ces réservoirs d'eau, moitié plein, moitié vide, à vous de choisir. Alors, je fais totalement écho à ce que mon collègue de la commune de Genelier vient d'annoncer. On est clairement dans un souci où l'eau ne manque pas encore, mais je pense que c'est ça que les gens doivent commencer à comprendre. C'est que l'idée n'est pas de tirer la sonnette d'alarme. Je crois que ça a été un peu le cas lors de mon dernier apparition au Conseil général il y a 1 semaine, qui fait, je pense, la raison pour laquelle je me retrouve ici. L'idée n'étant pas de faire paniquer les gens, mais bel et bien que les gens comprennent qu'aujourd'hui, l'idée est réellement de préparer le pire. Et si on y arrive, d'éviter d'arriver à ce point-là. Et je pense que ça commence par tout un chacun. Ça commence par juste faire attention avant de devoir justement tomber dans l'idée principale des restrictions. Les restrictions sont vraiment la partie ultime. Je pense qu'il
il faut garder l'idée que c'est bien sympathique quand l'État peut s'arrêter à la porte de chez soi et non pas commencer à venir nous dire comment utiliser l'eau. Donc pour répondre à la question, est-ce que les réservoirs sont pleins ou vides? Alors la nappe phréatique est encore en forme, mais malheureusement, si on continue de vouloir arroser nos terrains comme si on était en plein automne ou en plein mois de février, alors que l'eau est abondante, malheureusement, on ne pourra pas avoir cette discussion sur le long terme. Après, pour répondre à la deuxième question qui est par rapport au réservoir, alors on a un magnifique réservoir qui se retrouve juste au milieu de cette belle place qui s'appelle la Côte et qu'on appelle le Léman. Alors c'est un réservoir magnifique, mais je crois que certains intervenants qui sont déjà venus vous voir ont clairement exprimé le fait que malgré que ce soit un magnifique réservoir, il n'est malheureusement pas si atteignable et si facile de le mettre en place pour que tout le monde puisse être heureux. Parlons justement de ces gens qui sont venus sur notre plateau. Claude Besson, municipal de Duillé, il nous expliquait qu'il y avait un surplus d'eau, notamment dans les communes de Coinçat et de Duillé, et que ce surplus d'eau aujourd'hui était notamment redistribué à Nyon. Voici ce qu'il disait sur notre plateau au sujet de cette pénurie d'eau. Par exemple, pour Duillé, d'où vient l'eau et à qui est-ce que vous la distribuez ? Alors nous, à Duillé, on a de la chance, c'est que toute notre eau vient des sources de nos 2 communes. Et puis comme on a ce surplus, on profite d'en mettre à disposition d'autres communes. Par contre, en période d'étillage ou en cas de forts problèmes, à ce moment-là, on a des apports de la Sapan, qui nous fournit un pourcentage par une station de pompage qui est située à Faverges, qui permet de réalimenter Coinçat et Duillé, de recharger notre réservoir en cas de problème. Oui. Mais dans les 80-90% du temps, on a de la chance pour le moment d'avoir des sources qui satisfont juste à nos besoins. Laurent Bardet, quand vous entendez ça, 80-90% aujourd'hui, vous arrivez à vous approvisionner en eau. Donc pourquoi ces mesures aujourd'hui ? Pour pouvoir garder ces 80-90%, je pense qu'il faut aussi comprendre que, comme le dit M. Claude Besson, partant du principe que nous siégeons tous les deux à la SIAEP, ces décisions sont prises de commun accord avec nos municipalités respectives aussi. On va pouvoir garder ce 80-90% justement parce qu'à ce jour, on va gentiment déjà réduire ce surplus d'eau, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de surplus d'eau, il n'y en a plus, donc on n'a plus cette distribution dont M. Besson fait part à la commune de Nyon. Et l'idée, oui, on aimerait pouvoir garder ces 80% d'eau assurée, mais si on est dans le cas de figure de ce qu'on a pu vivre l'année dernière en août, malheureusement, on sait tous qu'on a eu des moments très très difficiles. Alors oui, il est possible de garder ces niveaux, mais en faisant attention. Alors la CIAEP, Service intercommunal pour l'alimentation en eau potable de Coinçat et Duillé, c'est finalement une entente, mais vous le disiez tout à l'heure, ce lac finalement il reste accessible. Il y a de l'eau dans le lac. Alors ça, c'est la Sapan. Malheureusement, je pense que beaucoup de monde et beaucoup des interlocuteurs que vous pourriez inviter dans le futur vous diront malheureusement la même chose, c'est que ça a été mis en place il y a un certain nombre d'années en arrière et que malheureusement aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où ça fait son œuvre, mais on a des besoins qui sont nettement plus importants que ce qui avait été mis en place en son époque. D'où ce besoin dont mon collègue de Genolier pourra très bien reprendre, qui a eu cet effet de devoir trouver des opportunités nouvelles par rapport à la saisie et à la source du montant. Je pense qu'aujourd'hui, on a toujours parlé de l'or bleu, mais il prend réellement son sens. Oui, alors c'est vrai que si on revient justement sur le conseil dont vous faisiez mention tout à l'heure, il y a notamment des sanctions financières qui ont beaucoup inquiété le conseil. Est-ce que réellement vous allez les mettre en place ? Qu'est-ce qu'il en est quand vous avez mentionné ces dites sanctions financières ? Alors, je pense qu'il faut se rendre compte, c'est que l'idée aujourd'hui, on n'en est pas encore à la partie où on a fait des restrictions. Les restrictions seront faites de manière un peu plus stricte, et ça ne viendra pas forcément des communes, mais bel et bien des préfectures. Aujourd'hui, on a demandé juste aux gens de faire attention. Ces sanctions financières dont on a parlé, c'est tout simplement que nos citoyens, ayant des compteurs qui se relèvent à distance, on peut voir leur utilisation de l'eau au mois par mois. Donc malheureusement, il est vrai qu'on a fait des relevés, on fait des relevés chaque mois, et si on devait vraiment voir des énormes différences, parce que justement, ils n'accepteraient pas de jouer le jeu, on se pourrait se retrouver à appliquer des sanctions financières qui sont totalement enregistrées dans les règlements respectifs et même sur des directives du Conseil d'État. Mais pardonnez-moi, Laurent Bardet, quand vous demandez aujourd'hui à vos citoyens de vous prévenir avant de remplir leur piscine, c'est quand même des mesures restrictives. On n'a pas encore dit non. Le fait est, c'est que de pouvoir assurer, je veux dire, comme on le disait si bien tout à l'heure, nos réservoirs sont faits pour être remplis et revidés parce qu'on a besoin de faire ce tournus d'eau. Remplir une piscine en milieu de journée, alors que tout le monde a besoin d'eau, je ne suis pas sûr que le meilleur moment pour remplir sa piscine, ça soit à 6 h du soir, quand tout le monde est en train de faire la cuisine. Je pense que l'idée ici, réellement, est de pouvoir dire,
pour ceux qui en auraient réellement besoin, on pourrait décaler cette heure de remplissage. Et là, je tiens bien à dire que nous ne parlons pas de remplir une piscine, mais bel et bien de faire le complément à cause de l'évaporation. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un venait me demander de remplir une piscine, je serais obligé de lui dire non. Je pense qu'il faut être logique avec ce qui se passe. Quand on arrive dans des situations comme elles sont actuellement, il fallait y penser avant. D'accord, très bien. Donc, Jean Soukello, du côté de Genelier, quelles sont les mesures et qu'est-ce que vous demandez concrètement à vos habitants aujourd'hui? Alors, je peux vous dire, dans le filon de ce que vient de dire M. Bardet, c'est que toutes les demandes de remplissage, etc., nous les avons tolérées jusqu'à fin avril parce que la situation hydrique le permettait. Nous avions le montant coulé à flot, etc. Donc nous pouvions dire à nos citoyens, si vous devez le faire, faites-le maintenant. Donc ça, c'était le côté anticipation d'un été qui, semble-t-il, va quand même venir, où on devra interdire le remplissage des piscines, comme on vient de le dire. Donc maintenant, pour le complément, on n'a pas mis encore de restrictions, je vous ai dit tout à l'heure, parce que nous étudions la chose et puis nous essayons de modérer aussi nos propos. La population est quand même sensible à tout ce qu'on réduit et tout ce qu'on interdit. C'est courant chez le citoyen. Donc ces mesures vont probablement être prises si la situation météorologique continue comme elle est, parce que nous avons quelques petites averses qui vont tomber cette semaine. Et puis, on sent un petit peu la même tendance que l'année passée, c'est qu'il y aura des petits saupoudrages d'eau sur la côte. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Donc, les restrictions vont certainement devoir être instaurées. Donc des restrictions qui vont venir au fur et à mesure d'ici quelques jours. Jean Soukello, Laurent Bardet, merci beaucoup de nous avoir expliqué donc les mesures qui vont être prises dans vos communes respectives, à savoir Genelier et Coinsin. Très belle journée à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Alexandre, on retourne à toi, donc direction le château de Prangin pour découvrir donc ces portraits en ta compagnie. Oui, exactement, ces portraits. Alors, tu le vois, Andrea, de manière interactive. Là, il pleut sur les portraits. Et puis même, il fait très sombre ici au château de Prangin, tu le vois, voilà, c'est l'orage qui a commencé. Donc, c'est pour ça qu'il fait sombre. Et puis donc, j'ai rejoint Hélène Bierry-Thompson, qui est la directrice du musée ici au château de Prangin. Bonjour Hélène. Et puis merci alors de me présenter cette nouvelle exposition permanente donc de galeries de portraits. Alors, ce sont des personnalités qui ont vécu ou qui ont fréquenté ce château, en fait, c'est ça. À toutes les célébrités qui ont soit vécu au château, ils étaient propriétaires, ou qui ont séjourné ici, qui sont venus en visite fréquemment et qui ont, comme nous, arpenté cette galerie, une galerie très longue, de 42 mètres. Un illustre habitant ici avait mesuré environ 60 pas. Ouais. Nous avons pu créer un espace très interactif, très immersif aussi. Ce n'est pas une exposition de texte et d'images, mais vraiment une expérience à vivre où on va rencontrer certains des photos du passé qui vont nous raconter quelques-unes de leurs anecdotes. Et alors, ces personnalités, quelles sont-elles? C'est-à-dire, on a des hommes et des femmes politiques, on a des artistes, on a des enfants aussi, et ce sont simplement des gens qui ont vécu ici. Il y a effectivement des politiciens, il y a des barons, il y a une chercheuse, il y a un financier, il y a un excentrique, il y a des hommes politiques, vraiment toutes sortes de personnes. Et qu'est-ce que ça dit du château de Prangin finalement? Ça dit que ça a été un haut lieu à plusieurs périodes de l'histoire. On a quand même eu Voltaire qui a vécu ici, on a eu Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, et puis des personnes qui sont peut-être moins connues mais extrêmement importantes, et je vous propose qu'on s'arrête devant la première, c'est Catherine McCormick, qui est une Américaine, la première femme à entrer, une des premières à faire des études au MIT à Boston. Elle a fait des études de biologie. Oui, alors là on le voit, c'est vrai, comme je disais, le côté interactif, c'est qu'on ouvre les tiroirs et puis il y a des images. Et puis alors tu l'entends peut-être pas, Andrea, mais il y a du son, voilà, juste au-dessus de notre tête avec des explications. Mais alors, qui était cette dame alors? Alors Catherine McCormick est une personne, une femme très cultivée, riche, qui va vraiment s'investir pour le droit de vote des femmes. On la voit souvent en suffragette,
dans des manifestations. Elle va devenir la présidente de l'Association américaine pour le droit de vote des femmes. Mais son plus grand héritage, sans doute, c'est qu'en fait, elle a financé les recherches autour de la pilule. Et c'est ce qu'on voit notamment. C'est grâce à elle que les femmes ont la possibilité de contrôler leur vie sexuelle et d'avoir la contraception. Et de ce point de vue-là, je pense que Catherine McCormick est certainement une des femmes les plus importantes du XXe siècle. Et elle a quand même occupé le château de Prangin. Elle y venait chaque été pendant plus de 30 ans, entre 1929 et les années 60. 1929 et les années 60. Alors, on passe à cette deuxième personnalité. Oui. Mais lui, alors, il est vraiment pure British, extrêmement excentrique. C'est notre ami William Beckford, qui était le fils du Lord Mayor de Londres, oui, qui, à l'âge de 10 ans, hérite d'une fortune absolument colossale et qui, en fait, a passé plusieurs années, une année à passer du temps à Prangin. Pendant sa minorité, il vient à Genève pour des études et il passe chaque semaine quelques jours à Prangin. Et en fait, il est resté très célèbre pour plein de choses. C'était quelqu'un d'extrêmement extravagant, un des premiers collectionneurs. Il a aussi écrit un livre extrêmement connu qui s'appelle Vathek. Ah, bah oui. Le célèbre Vathek, une sorte de conte orientalisant et un peu gothique aussi, publié à Lausanne en 1786 et traduit dans de très, très nombreuses langues. D'accord. Et donc là, on est en quelle époque, dites-moi? Alors là, lui est à Prangin dans les années 1770. Et puis, un peu plus tard dans sa vie, il va se faire construire une cathédrale gothique, rien que pour lui. On la voit ici dans ses reproductions. Ce sont des aquarelles de William Turner qui rappellent l'existence de cette abbaye cathédrale, Fonthill Abbey, que William Beckford se fait construire et dans laquelle il vit, totalement reclus, tout seul. Chaque soir, il dresse la table, il fait dresser la table pour 12 personnes, alors qu'il est seul à manger. Donc, quelqu'un de vraiment tout à fait extravagant et excentrique, mais extrêmement cultivé. Il maîtrisait la musique, la peinture, le dessin, la littérature. Il avait même eu des cours de musique avec Mozart. D'accord. Ah oui, d'accord. Effectivement. Donc, un homme d'art, un homme de culture. Voilà. Et puis, on passera juste après, Hélène, on va faire une petite pause, mais on passera juste après. Eh bien, on le voit derrière. Voilà, le frère aîné de Bonaparte, Joseph Bonaparte, a des personnalités plus politiques. Alors, à tout à l'heure, Hélène. Merci. À tout à l'heure, Hélène et Alexandre, merci beaucoup. On revient en images sur l'abbaye de Nyons qui célèbre cette année ses 75 ans et plus précisément les 1er et 2 juillet. Rencontre avec cette tradition et rencontre notamment avec les tireurs en images. Abbaye Nyons, c'est Dora. Bonjour Ernest Meugerli. Bonjour. Vous êtes le président de l'abbaye de Nyons qui fête cette année ses 75 ans et on est ici devant le stand de tir à la Rippe. Alors pourquoi on se trouve ici déjà? L'abbaye de Nyons est une société traditionnelle et patriotique mais qui exerce le sport du tir. On pourrait faire tout à fait autre chose, on pourrait jouer à la pétanque, ça aurait été la même chose. Ce n'est pas défini dans les statuts mais les abbayes vaudoises, qui est une spécialité vaudoise d'ailleurs, il faut préciser, ça n'existe pas ailleurs en Suisse, ils ont été créés il y a bien des années en arrière, des centaines d'années en arrière, pour chasser les bernois. Ouais. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Jacques Magnin, je suis le lieutenant d'abbé. Je vais vous montrer le stand de tir, les pas de tir avec les tireurs. On a eu 14 jeunes garçons. Il faut mettre peut-être les pamires pour le bruit. On peut juste mettre avant qu'ils tirent. Bon alors là par contre, Jacques, c'est pas très pratique pour poser des questions quand même, je vais rien entendre. Les gens prennent en bas, s'inscrivent, prennent les cibles qui peuvent le faire parce qu'on a 5 cibles. Et puis après il y a des coups d'essai, puis ils viennent tirer. Puis en premier, ils doivent venir tirer sur la cible abbaye. Et puis après, ils peuvent faire leur coup d'essai. Et puis faire des rachats ou tirer sur les autres cibles. Voilà, au tir couché. Avec les fusils d'assaut, on a des faces de Nantes ou faces 57. Et ils tirent à 300 mètres. On a à peu près 70 tireurs, 75 tireurs. Et aujourd'hui, l'abbaye de Nyons, quelle est sa fonction? Qu'est-ce que vous faites? On fait une fête tous les 3 ans. C'est la grande fête, donc on a à peu près 160 membres qui viennent après tous les 3 ans tirer. Et puis entre deux, chaque année, on a un tir particulier qui réunit une dizaine d'abbayes sur la côte.
Toi, c'est quoi qui te plaît dans le tir? Faut bien savoir viser et puis je sais pas, ça me plaît. Moi, c'est pour la famille aussi. Mon père fait du tir, mon grand-père aussi, et pour les familles. C'est marrant pour battre les autres au score. Alors aujourd'hui, le score, il était bon? Ouais, c'était la première fois que je faisais, donc c'était pas terrible. Mais... C'était la première fois que tu faisais, ça t'a plu? Ouais, c'est bien. Ouais. Et pourquoi tu es venu ici? Parce qu'il m'a invité là. Ah, donc du coup, on vient entre copains, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aimerais devenir gradé à l'armée plus tard. Et donc pour moi, c'était un rêve de venir tirer ici. Alexandre, vous êtes venu tirer aujourd'hui? Exactement, ouais, donc tirer au tir de l'abbaye de Nyon. C'est quoi qui vous plaît là-dedans? C'est le côté d'aller chercher à chaque fois le meilleur de soi-même à travers le tir et puis essayer de se dépasser et puis de faire le meilleur résultat possible. Ouais, ça fait longtemps que vous en faites? Alors ça fait 13 ans que je tire. J'ai commencé par les jeunes tireurs et puis après je suis devenu un tireur actif. Alors du coup, on règle d'abord la stalle, on positionne l'arme, on met le récupérateur des douilles. Donc voilà, on positionne sur l'arme. Après, on va venir mettre le panier et puis ensuite on va se coucher, puis on va rentrer les magasins, mettre l'arme engagée et après on va faire un tir. L'image du tir, elle a évolué ces dernières années. Comment est-ce qu'elle est vue aujourd'hui? Elle est vue un petit peu de deux manières différentes. Il y a les gens externes qui disent « Ouh, c'est compliqué, c'est des armes à feu, c'est dangereux. » C'est violent, ouais. Voilà, exactement. Et puis quand ils viennent dans nos sociétés, ils voient qu'en fait, non, pas du tout. Tout est réglementé, c'est safe. Vous, votre rôle ici, c'est quoi? Alors, je suis moniteur de tir, je suis responsable de la société de tir Le Boiron et je viens aider l'abbaye pour démarrer leur tir. Alors, c'est pour aider les tireurs pour savoir ce qu'ils doivent tirer, s'arrêter et puis aussi surveiller la sécurité dans le stand. Alors, résultat, ça donne quoi pour l'instant cet entraînement? Je sais pas, je suis un petit peu partout, alors je dois refaire une deuxième série parce que j'ai tiré ailleurs et puis je suis totalement déréglé. C'est quoi les valeurs qui sont transmises à travers ce sport? Justement, le respect peut-être un peu des autres, les valeurs traditionnelles, j'y crois un petit peu moins. On n'est pas non plus les défenseurs de la nation. Notre but, c'est de faire des 10 et des 100, c'est tout. Rien d'autre. La fonction de l'abbaye de Nyon, c'est la célébration et la sauvegarde du patrimoine. Exact. Mais de quel patrimoine on parle? Et puis qu'est-ce que c'est ces valeurs, justement? Écoutez, le patrimoine, c'est d'abord les traditions, c'est-à-dire continuer une perpétuité de l'époque pour se rappeler qu'on vient, je sais pas, d'une ère tout à fait différente aujourd'hui. Nous pratiquons le tir parce que le tir a toujours été un sport qui rassemble plus de monde, si je parle du tir en campagne, de se rappeler qu'on a encore des racines. Vaudoises, nyonnaises. Nyonnaises, vaudoises, même, je dirais même suisse. Finalement. Hein. Donc le tir, il est national, hein, c'est un sport national. Alors c'est ça qu'on veut un petit peu rappeler. Et puis, vous voyez, donc toutes nos abbayes là, de la côte rassemblent quand même passablement encore de membres et des gens qui aiment ça. On vous parle d'une autre tradition, mais d'une tradition lacustre cette fois-ci en votre compagnie. Bernard Sintas, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le responsable technique du club nautique de Founet. Alors que la Nyon Cup des TF35 a sacré Real Team ce week-end, le club nautique de Founet a organisé lui aussi sa régate, le championnat Grand Surprise et Toucan. Lumière donc sur ce mythique club qui célèbre cette année ses 40 ans. Bernard, on est ravis de vous avoir. Est-ce que vous avez pu jeter un petit œil pendant votre régate à ce qui se passait à Nyon? Oui, de loin. De loin, parce que les TF35 sont parmi les voiliers qui ont les plus grandes voiles. Elles sont noires en principe. Et c'est ceux qui vont 10 fois plus vite que les autres, donc on les repère facilement. C'est celle qui donne plus envie, c'est ça? C'est une autre façon de faire de la voile. Eux, ils volent. Ouais. Nous, on est sur l'eau, avec les contraintes de l'eau, et eux, ils sont avec les contraintes aériennes. Justement, parlez-nous un petit peu de votre façon à vous de naviguer. Déjà, cette régate, à quoi est-ce qu'elle ressemblait ce week-end chez vous, du côté du club nautique de Founet? Alors, cette régate, c'est un critérium entre deux catégories de bateaux, les Toucans et les Grands Surprises, qui sont des bateaux tout à fait différents, donc ils concourent chacun dans leur catégorie, mais en même temps sur le plan d'eau. Et sur 2 jours, on a réussi à faire quand même... on a réussi à faire 5 manches ce week-end, ce qui est bien compte tenu du temps qui a été assez capricieux. Et on pose un parcours sur le lac, sur l'eau, en général 1 kilomètre de longueur, et ils font 2 tours, et puis après on fait plusieurs manches. Et voilà, c'est quelque chose qui a l'air assez tranquille comme ça, vu de loin, parce que nos bateaux ne vont pas aussi vite que les TF35.
Mais c'est un sacré boulot à faire pour pouvoir faire avancer ces bateaux le plus rapidement possible. Un boulot que vous faites depuis plusieurs années, puisque vous célébrez cette année les 40 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé au sein de votre club ? Écoutez, à part les membres du comité qui ont changé parce qu'ils ont vieilli, les membres aussi qui ont changé, je dirais fondamentalement pas grand-chose parce que c'est toujours de la voile, c'est toujours du bateau à voile sur le lac. Les technologies ont évolué, bien évidemment, les équipements ont évolué, mais depuis son début, le Club nautique de Founé a organisé des régates, a encouragé la pratique sportive du bateau à voile et elle a aussi engagé un gros effort de formation avec son école qu'elle a formée à peine une année après sa fondation, donc en 84, et qui continue d'ailleurs à initier les enfants à la voile, mais aussi les adultes. Oui, c'est vrai que c'est une formation qui est dédiée notamment aux jeunes et aux adultes, à la voile et aux bateaux à moteur. D'ailleurs, votre club compte à présent plus de 200 membres. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le lac est victime de son succès et qu'il y a trop de bateaux sur le lac ? Parce qu'on le voit, ce week-end, finalement, il y a eu des régates un peu partout. Est-ce que vous arrivez encore à faire votre place ? Absolument, parce que, comme disaient ces deux messieurs précédemment, le lac est grand. Donc, il y a de la place pour tout le monde. La seule chose qui est un petit peu problématique parfois, c'est la cohabitation entre bateau moteur et bateau à voile, parce que forcément, ils ne vont pas à la même vitesse. Et c'est parfois un petit peu périlleux. Mais globalement, on arrive quand même à cohabiter sur le lac sans trop de problèmes. Ouais, vous parlez de ces deux manières différentes de naviguer et puis aussi la technologie qui a avancé. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on se forme sur le lac ? On parle beaucoup aussi de conditions météo, mais aussi de faire attention à la nature, à apprivoiser le lac, mais aussi à le garder en bon état de santé. Est-ce que justement, c'est des questions auxquelles vous vous penchez, vous vous y intéressez en tant que club nautique ? Le maître mot, c'est le respect. Le respect du lac, c'est un élément, un environnement naturel qui nous est hostile par définition. Donc la sécurité est la première chose à laquelle il faut faire attention. Et le respect du lac, le respect des conditions météo, ne pas sortir quand on ne peut vraiment pas sortir, vraiment pas forcer les choses, parce que des fois ça peut être dramatique, parce que c'est aussi une question de vie. Parce que le lac, quand tout d'un coup vous avez un joran qui descend du Jura et puis qui vous retourne le bateau, c'est pas très très agréable. Donc il faut être équipé. Il faut anticiper toujours. Et finalement, il faut aussi, par rapport au respect du lac en tant qu'élément naturel, c'est une attitude responsable par rapport aux aspects de pollution, ne pas jeter ses déchets, etc. Et puis, c'est vrai que quand on fait de la voile, ma foi, on est dans un sport qui a une trace carbone un petit peu moindre que les bateaux moteurs. Mais il faut quand même qu'on fasse attention par rapport à ça, ne pas aller dans les endroits qui sont protégés, vraiment naviguer sur les secteurs du plan d'eau qui nous sont dédiés à la navigation de plaisance et à la navigation de compétition. Oui, mais aujourd'hui on parle d'une tradition lacustre. Est-ce que les gens sont réellement sensibles à ces questions-là ou justement c'est la vocation d'un club nautique de Founé de sensibiliser les gens à ces questions ? Mais oui, tout à fait, parce que chaque fois qu'on organise des régates, où chaque fois qu'on communique avec nos membres, effectivement, l'aspect respect de notre environnement qui est le lac fait toujours partir du discours. De mon expérience au sein du Club nautique de Founé, les gens ont vraiment conscience de la fragilité de ce milieu et de la chance que l'on a, nous ici, de vivre au bord de ce lac et d'en profiter. Et on a vu tous ces visages radieux qui font partie notamment du club à l'image. Donc rendez-vous le 12 août au port de Founé. Quel sera le programme des festivités ? Alors le 12 août, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que le 12 août, c'est la célébration du 40e anniversaire, non seulement du club nautique de Founé, mais de la coopérative du port de Founé, qui est en fait la coopérative qui a construit le port en 81. Donc, nos anniversaires sont un petit peu parallèles. Donc, on a décidé de faire une seule fête, les deux, et on travaille ensemble pour faire ça. Donc, il y aura la régate des châteaux, qui est la régate que l'on organise chaque année, qui est ouverte à toutes les catégories de bateaux, qui va durer un jour. Et puis, à la fin de cette régate, il y aura une fête, évidemment, pour fêter nos 40 ans, quand on va fêter avec la coopérative du port. Mais il y aura surtout un petit événement que les amateurs de voile ne pourraient pas louper. C'est-à-dire que nous allons avoir Justine Métro, la navigatrice qui va aller concourir au prochain Vendée Globe, qui est de Versoix, de la fameuse famille Métro de Versoix, où ils ont des navigateurs dans toutes les catégories. Elle nous fera l'amabilité de venir parler de son défi, le Vendée Globe, de son expérience sur la Transat d'Alvar, etc., etc. Donc, on a l'impression que c'est un
petit réel événement pour vous. Pourquoi cette fierté de la recevoir? Parce que c'est une figure marquante de navigateurs et navigatrices du lac Léman, parce qu'elle évolue au sommet de la hiérarchie des navigateurs. Le Vendée Globe, c'est la Formule 1 de la navigation. Donc elle fait ce qu'il y a de plus difficile pour un navigateur à voile, et elle le fait bien jusqu'à maintenant. Donc, en plus, c'est une personnalité attachante, c'est vraiment une jeune femme tout à fait charmante et passionnée, donc elle va nous transmettre sa passion et on se réjouit. Et un exemple évidemment pour tous vos membres. Bernard Sintas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et un très joyeux anniversaire à tout le club. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alexandre, on retourne à toi donc pour la suite de cette visite au château de Prangin. Oui, et toujours en compagnie de sa directrice Hélène Viry-Thompson devant ce tableau. Et donc la personnalité qu'on voit derrière nous, qui aurait vécu au château de Prangin, eh bien c'est Joseph Bonaparte. Alors c'est le fils aîné de Napoléon, c'est ça? C'est le frère. Le frère aîné, pardon, le frère aîné, oui. Effectivement, on voit tout de suite un air de famille quand on se rapproche et qu'on voit cette toile. Racontez-nous, quel est son rapport avec le château de Prangin? Alors, Joseph Bonaparte a acheté le château de Prangin en 1814, à un moment donné où la situation se corse pour les membres de la famille Napoléon. Et donc, ils sont tous en train de chercher un peu où se réfugier, comme ils ne sont plus les bienvenus en France. Et Joseph Bonaparte, qui a cherché différents châteaux dans la région, va finalement porter son dévolu sur le château de Prangin, où il s'installe en 1814. Son séjour sera d'assez courte durée, puisqu'en 1815, il va être forcé de déguerpir assez soudainement avec le retour de Napoléon qui a quitté l'île d'Elbe et qui remarche sur Paris. C'est un peu le branle-bas de combat. Et puis, les alliés européens vont mettre la pression sur les Suisses en leur disant « Vous ne pouvez pas avoir des membres de la famille Bonaparte chez vous ». Donc, voilà. Alors, Joseph, du coup, il se cache. Ouais. Et on pense qu'il s'est peut-être caché derrière cette porte. Ouais. On va voir s'il s'y trouve. Mais je pense qu'il va... Ah oui. Voilà, il est là. Il est là. Et il tremble, il a peur. Et voilà, mais il aime bien raconter son histoire, il aime bien rencontrer des visiteurs de passage, mais il faut pas trop l'effrayer. Ça me permet justement de rebondir là-dessus, sur cette petite animation très sympa de la porte. C'est vrai qu'on voit toute cette exposition, elle est vraiment faite de manière ludique et pour les familles, pour les enfants, il y a cet aspect moderne en fait de traverser une galerie de portraits. Pour nous, c'était très important d'offrir une fois une autre expérience à nos visiteurs. Ce n'est pas une exposition de textes et d'objets, mais c'est une expérience à vivre de manière ludique. On apprend beaucoup de choses, mais sur un mode sympa, léger, et ça peut très bien se vivre en famille ou à plusieurs. Et en fait, ce sont les bougies qui... et oui, c'est ça, voilà. On voit justement des bougies. Eh bien, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas le lancer parce que sinon, on va entendre le son qui émane donc du haut-parleur. Et alors, on continue justement avec une animation ici. Alors, on est devant quelle personnalité? Alors là, on est devant Charles-Jules Guiguer. C'est le dernier baron Guiguer de Prangin, et c'est précisément lui qui a vendu le château à Joseph Bonaparte. Ah, d'accord. Donc la transition, effectivement, entre ces deux hommes. Voilà, mais ici, on le voit donc officier, il deviendra général même de l'armée suisse, un personnage important qui a connu une très belle carrière, à la fois politique, mais aussi militaire. Mais nous avons voulu lui rendre hommage alors qu'il est encore enfant, ici au château, lorsqu'il a environ 10 ans, comment est-ce qu'il a vécu au château de Prangin. Et là, c'est vraiment pour les enfants. Il y a différentes animations qu'ils peuvent choisir eux-mêmes sous forme de théâtre d'ombre. Et Charles Jules leur raconte comment c'était de vivre ici au château en tant qu'enfant, quelles étaient ses occupations, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'intéressait, et comment est-ce qu'il a vécu aussi avec ses parents. Donc là aussi, une interaction, mais vraiment pour les enfants. D'accord, et on va alors terminer ensemble avec cette dernière personnalité. On s'intéresse à qui? Alors ici, on s'intéresse à Bernard Kornfeld, dit Bernie pour les intimes, qu'on voit ici dans ces photos au moment de son procès, procès retentissant qui a lieu à Genève, puisque Bernard Kornfeld avait créé
grande entreprise d'investissement qui s'appelait EOS, dont on voit d'ailleurs ici une des, comment ça s'appelle, justement un des bons comme ça aux porteurs. Oui. Et en fait, Bernard Kornfeld est devenu multimillionnaire grâce à EOS, mais en fait, il a grugé énormément de personnes, raison pour laquelle il y aura ce procès retentissant dans les années 70. Et en fait, peu avant la débâcle financière, Kornfeld, qui avait mené un train de vie totalement over the top, hein, comme diraient les Anglais, entouré toujours d'une myriade de jeunes femmes, une sorte de harem qui l'accompagnait partout, qui faisait des fêtes pharaoniques. Eh bien, en 1970, il achète le château de Prangin, non pas pour y vivre, mais plutôt pour y installer, semble-t-il, un centre de formation pour ses nombreux employés. Ça n'aura pas lieu, mais en tout cas, il a donné ici des fêtes qui restent encore dans la mémoire de plusieurs personnes dont certaines nous avons pu les rencontrer. Les boissons alcoolisées coulaient à flot. Il y aurait même eu des lions dans la cour du château. Ah bon? Des lions carrément au château de Prangin. Il semblerait, d'après certains témoignages que nous n'avons pas pu vérifier. D'accord. Mais enfin, nous voulions quand même lui donner sa place dans cette galerie, même si nous ne tranchons pas sur le fait est-ce que c'est un héros de la finance ou un grand escroc. Voilà. Libre à chacun de se faire sa propre opinion. Personnalité controversée, en tout cas, qui montre que le château de Prangin, en fait, a servi de plein de manières différentes. Avec des renommées plus ou moins royales, sulfureuses, controversées. Mais c'est ça qui fait aussi le charme de l'exposition. Je vous remercie beaucoup, Hélène Bierry-Thompson. Merci de m'avoir fait visiter cette galerie de portraits. Andrea, qui est à voir donc au château de Prangin, là, en ce moment, c'est l'exposition permanente ici. Le rendez-vous est pris. Merci pour cette visite, Alexandre. Très belle journée à toi et à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle suite de programme.